Salut tout le monde et bienvenue sur cette table ronde de jouer autrement. Attendez, avec des cartes en solo ou toute autre chose, on va essayer aujourd'hui de vous parler de nouvelles ou d'autres plutôt manières de jouer au jeu de rôle. Changer vos habitudes, faire du jeu de rôle autrement. Et pour ça, moi j'animerai simplement la table ronde. Je me suis entouré de créateurs francophones qui ont pour habitude, dans leur jeu, dans leur manière de faire du game design, de proposer d'autres manières de faire. Du coup, on est avec, Jason Pitre. Si tu peux te présenter rapidement, nous parler des jeux que tu as créés avant qu'on Yes. commence, Ouais. Bien sûr, je m'appelle Jason Pitre. Je suis un créateur de jeux de rôle acadien, canadien, québécois. C'est compliqué. Donc, je suis situé à Ottawa, Canada, actuellement, et j'ai créé plusieurs jeux de rôle plutôt anglophones, anglaises, avec mon premier vraie traduction interne pour mon jeu Palanquin, qui est maintenant disponible. Euh, ouais, c'est moi. OK, Simon? Bonjour, Simon Lee, enchanté. Je suis du coup, l'une des 2 personnes derrière le label, Angel Dust JDR et on écrit des jeux de rôle, alternatifs, en général, plutôt, esthétiques. On a écrit un jeu qui s'appelle Damné, par exemple, qui reprend le mythe du vampire et actuellement on fait, financer un jeu qui s'appelle Héros d'argile, qui se concentre sur la vie, quotidienne des super-héros. Très bien et puis pour terminer, Thomas? Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. Donc moi je m'appelle Thomas Munier, je suis auteur de jeux de rôle, de GN, de romans, de trucs bizarres, voilà, avec dés, sans dés, avec scénario, sans scénario, avec jeu de rôle, sans jeu de rôle, enfin voilà, voilà. Et donc j'ai un blog qui s'appelle outsiderart.blog. Parfait, parfait, parfait. Du coup, on va commencer simplement par, un truc, le plus simple possible pour changer ses habitudes. Juste changer les dés. Voilà, les dés, on les utilise souvent pour, rajouter une partie de hasard dans la partie de jeu de rôle. Comment changer les dés par autre chose? Des cartes, une tour de Jenga, peu importe. Comment est-ce qu'on peut pour commencer, hein, on va faire simple, on va pas déstructurer le loisir tout de suite, mais voilà, en quelques mots, comment faire pour se passer des dés qui sont, une constituante, assez fondamentale de notre loisir. Il y en a beaucoup sur les t-shirts, les mugs, c'est quelque chose qui est très ancré dans l'imaginaire du rôliste et voilà donc si, vous pouvez me dire comment vous, vous en passez? Jason, par exemple? Ouais, il y a tellement d'options, c'est vraiment intéressant comme variété et utilisée par tous les créateurs. Euh, j'adore Paul Arène par Alex Roberts pour en utilisant les images comme un élément clé du jeu. Euh, Tellement montrer une carte avec l'arène qu'on utilise dans le jeu ajoute tellement de qualité et améliore la narrative d'une façon fascinante. Um, la même affaire en anglais, c'est Starcross. Je ne sais pas si c'est traduit qui utilise le tour Jenga ou même Spread. Um, Il y a tellement d'options que c'est difficile de trouver une qui est la meilleure à mon but. Um, mais ils sont les deux grands jeux d'Alex Robert que j'adore. OK, Thomas ou Simon, comme vous voulez, des petits, Écoute, moi j'ai déjà envie de poser la question, tu dis effectivement l'utilisation de dés ou en tout cas l'imagerie du dé est très présente dans notre communauté, dans notre hobby, et le dé, il apporte une certaine,
un certain aléatoire, mais c'est un aléatoire qui est chiffré, en fait. Hem et on peut se demander, on peut se poser la question: «Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aléatoires chiffrés?» Pourquoi des chiffres? Ouais, en général, ça va alimenter un système qui est lui-même chiffré, par exemple. Et cet aléatoire-là, on n'est pas obligé de le poser sur des chiffres, mais on peut le poser sur plein d'autres choses et justement, utiliser d'autres matériels pour, faire un pas de côté et non plus, définir l'aléatoire, enfin reposer l'aléatoire sur des chiffres, mais sur autre chose, ça peut être une piste. Notamment, bah, tu parlais de la tour de Jenga, par exemple, où l'aléatoire, est également un peu de on va dire de player skill, bah, va, voilà et shifter sur, et basculer sur autre chose que des choses, heu, qu'un système chiffré. Quand on parle de jeux comme, pour la reine, ou les Descent from the Queen, c'est l'aléatoire est sur des situations. C'est des questions, c'est des situations. Heu, donc finalement, quand on a besoin d'aléatoire, peut-être que la 1re question à se poser, c'est de se dire, de quel aléatoire? Sur quoi on a envie d'avoir de l'aléatoire? Est-ce que c'est sur nos émotions? Est-ce que c'est sur, des situations fictionnelles? Est-ce que voilà. Hem, peut-être passer la main à Thomas qui va rajouter des Ouais, Thomas trucs. qui trépigne d'impatience. Est-ce que tu es d'accord déjà, Thomas, sur cette idée de choix de l'aléatoire, sur le fait que on peut faire autre chose que des chiffres, qu'on peut faire ça sur des situations, tout ça, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu aurais des choses à ajouter sur comment twister un petit peu cet aléatoire, si on sort du chiffre pur, quoi, si on sort des Ouais, mathématiques bah, combinatoires? mes camarades ont déjà donné des pistes, super intéressantes. Ce qu'il faut, bien comprendre, c'est que l'aléatoire, en fait, ça a plusieurs formes et si on prend les dés, grosso modo, c'est, bah, déjà le principe du dé, c'est que c'est un tirage, avec remise. C'est-à-dire que si je jette un dé, j'obtiens un 6, je peux rejeter une deuxième fois, puis je peux avoir, si j'ai de la chance, je peux avoir 2 fois 6. Et donc, par exemple, quand on décide de jouer avec un jeu de cartes, on peut, défausser les cartes qu'on tire et donc ne jamais avoir le même résultat. Et typiquement, bah, un jeu comme Pour la Reine, dont vous avez parlé, fonctionne là-dessus parce que l'idée c'est que, on va tirer des questions et on veut pas que la même question revienne, quoi. De même, bah, en restant sur quelque chose, si je joue avec un jeu de 54 cartes, ça peut être une idée de, par exemple, qu'on va dépenser des ressources ou, enfin, il y a cette idée-là, en fait, avec le tirage sans remise, de remettre de côté tout ce qu'on a déjà tiré, de: «Ah oui, bah, en fait, là, j'ai déjà tiré toutes les cartes fortes, je sais que les prochains, que la suite du combat, ça va être difficile parce qu'il reste plus que des cartes faibles». On peut aller dans ces choses-là. Et puis, sinon pour, il y a le principe du dé aussi, c'est qu'il y a cette notion de chiffres. Donc au début, on avait des résultats qui étaient très, quantitatifs, mathématiques. Je pense qu'il y a un jeu qui fait vraiment l'injonction, c'est Fu, où il se dit: «En fait, nous on veut des résultats assez, assez larges, pas juste, tu as réussi, tu as raté». Et donc il dit, le jeu FUT dit: «Il y a 6 sortes de résultats». Il faut poser une question, qu'on peut répondre par oui ou par non. Est-ce que je vais, battre mon ennemi? Est-ce qu'il y a une taverne, dans ce village? Est-ce que, je vais tomber amoureux, de cet autre personnage? Voilà, bon, n'importe quelle question, hein, pas uniquement des questions de pur, affrontement, hein, mais il faut qu'on puisse y répondre par oui ou par non. Et du coup, il y a 6 réponses possibles, qui sont, non est, non, non mais, oui et oui est. Bon, déjà ça c'est une première évolution. Et en fait, après, on peut se dire, «Ouais, mais on peut le faire avec un dé, effectivement. On peut aussi avoir 6 cartes ces 6 réponses, possibles». Et puis après, il y a des jeux qui se disent: «Ah ouais, mais peut-être qu'il y a d'autres réponses que ces 6 réponses, standards un petit peu qui semblent hériter du théâtre d'improvisation». Et donc on a des jeux comme, Archipelago et Itrasby qui commencent à donner d'autres réponses un peu plus fouillées, un peu plus étranges et tout. J'ai personnellement fait un jeu, qui s'appelle Nervure. Et en fait, il y a 156 réponses, différentes à cette question, donc qu'on va tirer au hasard. Donc j'ai la table sous les yeux, donc je vais vous faire un 2 tirages. Donc par exemple,
Est-ce que je vais tomber, amoureux, du chevalier? Vous avez échoué, mais vous avez développé une nouvelle amitié, sympathie ou alliance dans la foulée. Donc voilà, je peux imaginer que, du coup, je suis pas tombé amoureux, mais je suis devenu son ami. Est-ce que j'arrive à battre, cet orc? Résultat, le pire se produit. Bon, alors là, ça peut être un échec, mais on peut l'interpréter autrement. Ça peut très bien être que oui, j'arrive à battre cet orc, mais le pire qui se produit, c'est qu'en fait, cet orc, c'était mon meilleur ami qui s'est transformé en orc et ainsi de suite. Voilà donc, pour, ma réponse sur cette question-là, quoi. Merci, c'est super intéressant. J'avais complètement oublié de parler de Fût. Il y a effectivement d'autres jeux qui font un peu ça. Il y a aussi les jeux de rôle propulsés par l'Apocalypse qui le font un petit peu, avec des choix, des machins qui vont permettre de répondre à la question au-delà du chiffre. Ensuite, moi, j'aimerais. Bon, on a remplacé les dés, ça c'est bien. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour remplacer tout le système de résolution? Classiquement, dans un jeu de rôle, on va avoir ce qu'on appelle le système de résolution, qui va nous dire, pour notre personnage, s'il réussit ou pas à faire un truc. Et puis après, on va faire intervenir les cartes ou les dés ou peu importe pour trancher. Mais on a une mécanique qui va trancher, qui va nous dire si notre personnage réussit ou pas. Et je sais, bon, on en a discuté un petit peu avant de faire la table ronde, qu'il existe des alternatives. Il existe du Sorel, il existe des manières de faire pour se passer de cette résolution, pour faire autre chose. D'ailleurs, pour l'arène, il n'y a pas vraiment dont on a déjà parlé tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de système de résolution. On ne va pas savoir si notre personnage réussit ou pas. On va nous poser une question et on va répondre. Et on a la main sur la résolution de l'obstacle. Le sujet n'est pas là. Donc voilà, Thomas, non pas Thomas parce que tu viens de nous dire déjà des trucs très intéressants, mais Simon, si tu peux nous donner des pistes, toi dans des jeux que tu as produits avec Manon, toi des réflexions que tu as autour du système de résolution, tes limites et comment on peut, s'en passer ou le changer ou le faire autrement, ça m'intéresserait grandement. Ouais, On peut heu utiliser cette, mandarine comme système de résolution. en fait, finalement, le système de résolution est très inféodé à ce qu'on veut faire, en fait, avec notre système de design, quoi. Heu et du coup, j'ai l'impression que la on est parti du dé et du hasard, mais ce n'est qu'une conséquence, d'un choix de design que nous, en tant qu'auteurs, on décide de faire. À la base, c'est, voilà, qu'est-ce que je veux proposer comme, qu'est-ce que je veux proposer comme expérience? Est-ce que dans cette expérience-là, heu, le hasard a sa place? Et si le hasard a sa place, quel genre de hasard je souhaite mettre? Et sur quoi je fais porter le hasard? Et donc derrière, est-ce que j'utilise des dés, machin et tout? Donc du coup, on est en train de quelque part, j'ai l'impression qu'on est en train de rembobiner un peu un peu mon processus, en tout cas notre processus de création, où, là, on est en train de se demander, voilà, admettons que, le hasard n'a pas sa place, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil pour proposer des expériences? Et parmi ces outils-là, si on décide de ne pas utiliser effectivement de hasard, et ben, il y a quand même beaucoup de choix possibles, quoi. Bien sûr, il y a le côté vraiment, consensuel où on dit: «Voilà, on se met tous d'accord, sur la fiction», mais ensuite, on peut cadrer, on peut essayer ouais, de cadrer ou d'entourer ce qui est possible dans la fiction par un certain nombre de paramètres. Je pense par exemple, à Terre de sang, qu'on a écrit avec Manon, dans lequel on incarne des explorateurs qui vont arriver, sur un continent inconnu. Et un des systèmes qu'il y a dans le jeu, c'est ils viennent ces explorateurs-là viennent avec, une certitude, et c'est une certitude, on va décider ensuite si cette certitude, on la garde ou au contraire on l'oublie et notre vision du monde change. Et ça, c'est tout ça, c'est, c'est contraint, enfin ça contraint la manière dont on va raconter la fiction. Donc, tu vois, il y a vraiment cette idée de dire: «OK, si on n'utilise pas le hasard, qu'est-ce qu'on utilise pour faire quoi exactement?» Là, je prends le cas de Terre de sang, mais voilà, il y a plein d'autres jeux qui justement, n'utilisent pas le hasard parce que on veut produire un certain effet, parce qu'il y a certaines contraintes fictionnelles qu'il y a autour. Merci Thomas, parle-nous donc de ta mandarine
et comment elle peut faire système. OK. Bah, en fait, il faut se poser la question de à quoi ça sert un système de résolution? Alors, on a vu qu'on pouvait avoir finalement des jeux dont la structure même permet de se passer le système de résolution. Tu as expliqué que pour l'arène, en fait, finalement, la question de, est-ce qu'on réussit, est-ce qu'on rate, ne se pose même pas, tout simplement parce que, pour l'arène se passe au passé, quoi et finalement, c'est pas vraiment l'enjeu de savoir si les choses réussissent ou pas, quoi. Tout ce qu'on dit, c'est vraiment passé et puis personne ne peut revenir dessus, quoi. Pour moi, un système de résolution, ça peut servir à trancher les conflits, à faire rebondir l'histoire, à amener de l'univers, et aussi à faire sentir une résistance. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'oppose, à la volonté des personnages et donc avoir, des alternatives, qui arrivent à faire ça, mais sans, système de résolution, en tout cas d'une façon qui est très, très éloignée de ce qu'on connaît habituellement. Tu as évoqué, Eric, le FKM, Free Kriegspiel Revival. Ça, c'est un style de jeu qui est inspiré des jeux d'aventure avant Donjons et Dragons, qui se jouait soit de 2 façons, soit en mode, tu fais une action et puis grosso modo l'arbitre te demande de jeter un dé selon une difficulté complètement, au pifomètre. Mais ça s'est beaucoup orienté vers vraiment du jeu, complètement, sans règles et en fait, du coup, ce qui fait système de résolution, bah, c'est l'arbitre qui décide comment les choses se passent et tout repose sur la confiance, en fait. Il y a une relation de confiance qui doit s'établir entre les joueuses et l'arbitre. C'est-à-dire que tant que l'arbitre exerce, une autorité, bienveillante, pour reprendre le terme de Jérôme Larrey et Coralie David, eh bien, il a vraiment autorité pour trancher les conflits parce qu'on sait qu'il le fait pour le bien commun, quoi. Hem, cette autorité d'arbitre, des fois plus, encore un peu plus tyrannique, on va la retrouver, dans les freeform israéliens, quoi, où, là, l'idée c'est qu'on fait jouer des scénarios, classiques, mais, au lieu de jeter les dés, c'est le MJ qui va décider, ce qui se passe et pour le bien de l'histoire et surtout pour le bien de l'émotion la plus forte. Théatrix le fait également. Théatrix, vous avez des, vous avez des scores de compétences, mais vous ne jetez jamais les dés. Donc, vous pouvez avoir 90 en chirurgie et quand même rater votre opération si l'arbitre a décidé tout simplement, bien que, là, même le meilleur chirurgien ne pouvait pas réussir cette opération ou pas tout simplement parce que for sake of drama, pour le bien du drame, ce serait pas mal que vous ratiez cette opération-là alors que vous êtes le meilleur chirurgien de San Francisco, quoi. Hem On a aussi, une phase, on peut écrire des scénarios, un peu comme des livres dont vous êtes le héros. Donc il y a plusieurs écoles qui pratiquent ça, hein. Je citerai, bah, évidemment les livres dont vous êtes le héros, les scénarios de la convention super-héros. Moi, j'ai développé une méthode qui s'appelle les scénarios en matrice. Où en fait, si vous écrivez un scénario et que vous prévoyez à peu près, toutes les issues possible. Qu'est-ce qui se passe si les personnages font ça? Qu'est-ce qui se passe s'ils font ça? Eh bien, vous pouvez le faire jouer, sans règle parce que vous avez déjà, imaginé tout ce qui pouvait se passer. Heu, on peut aussi, se baser uniquement, sur le fair play, c'est-à-dire, ça c'est valable notamment beaucoup dans les GN sans orga. Concrètement, si je t'attaque Simon, bah, c'est toi qui décides, ce que fait l'attaque sur toi, en fait. Et puis on peut aussi on peut aussi se baser sur le principe que, pareil pour les explications du monde, bah, chacun a sa vision du monde et les visions du monde se côtoient sans qu'on ait besoin de trancher, quoi. Vous me coupez, hein, si c'est trop long. Il y a, ce qu'on a essayé beaucoup de faire, bah, tu peux le faire Simon, un peu en terre de sang, c'est on peut trancher par le karma en fait. C'est-à-dire que si on veut faire quelque chose d'important, eh bien, il y a un prix à payer quoi, qui peut être décidé par l'arbitre ou par la joueuse. Moi j'ai fait dans plusieurs jeux, hem, alors je crois que Jason voulait parler de Dream Rescue, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un peu le même principe, hein, de karma. On peut aussi tout simplement, dire tout ce qui est poser un ensemble de libertés et d'interdits. Il y a un jeu qui s'appelle Le Témoignage où c'est comme ça. C'est-à-dire que,
Eh bien, tu peux tout faire sauf une certaine chose. Donc, par exemple, dans un jeu Lovecraftien, tu peux tout faire, mais si tu peux réussir tout ce que tu entreprends, mais si tu es face à une créature du mythe, tu vas forcément mourir, quoi. Il y a pas de jet de dés, c'est cramé d'office. Dans Dark, c'est un peu comme ça aussi. Hem, il y a des jeux où, des jeux plus oniriques, ou des jeux où c'est, eh bien, en fait, tout ce que tu vas dire est considéré comme vrai parce que c'est pas très grave qu'on se contredise. Donc j'ai un jeu qui s'appelle Dragonflame Hotel qui le propose. Et pour finir, une dernière façon de trancher les conflits, c'est la logique fictionnelle. Donc ça, c'est très appliqué notamment à bac à sable du quotidien ou pour prendre un type de jeu plus anglo-saxon dans les jeux Blorby, où en fait, on va créer un bac à sable très précis. C'est pas vraiment que les cas de figure sont prévus, mais le bac à sable est tellement écrit que, c'est vraiment la logique fictionnelle qui va déterminer ce qui se passe. Et par exemple, si tu affrontes, tel personnage, on sait que c'est la meilleure lame du pays, bon, bah, c'est plié, il y a pas besoin de consulter des chiffres ou quoi. Enfin, il y a plein de situations comme ça où, les choses sont tellement surdécrites que, on peut, bah, Simon pourrait certainement beaucoup mieux en parler que moi, mais grosso modo, on peut se passer de règles pour trancher les conflits parce que, ga la J'aime la beaucoup la cette histoire de description nous logique permet déjà de fictionnelle. statuer ce qui va On se en passer, reparlera tout quoi. à l'heure avec Simon, mais d'abord, Jason Pitt voulait nous parler un peu de Dreamescrew et puis moi, j'aimerais savoir aussi parce que Jason Pitt est en partie anglophone et du coup, je voulais savoir si côté anglophone, il y avait des différences justement sur cette histoire de système de résolution. Nous, il y a pas mal d'auteurs indépendants qui s'en passent ou qui font autrement, mais chez les gros éditeurs, ça se fait pas encore trop. Je voulais savoir, voilà, en anglophonie, où est-ce que vous en êtes, autour du système de résolution, comment ça se passe quoi chez vous? Ah, c'est vraiment occupé. Il y a une grande explosion des options dans dans les dernières décennies. Um, le, euh, le style de jeu plus populaire actuellement, c'est le thème Belonging Outside Belonging, l'évolution du Dream Escape qui est traduit en première édition. Euh, et euh, c'est intéressant parce qu'il n'y a aucun dé. Euh, Au contraire, Victor, tous je suis en les table ronde là, personnages, faut pas me déranger. euh, Qu'est-ce qu'il y a? tous les joueurs ont Je vais chercher le porte-monnaie des de maman. ressources Le qu'ils peuvent porte-monnaie de maman? utiliser pour euh, régler un conflit. Ils peuvent faire quelques actions sans payer un coût. Et il y a des mauvais choix qu'ils peuvent prendre qui vont fournir une ressource. Donc, par exemple, un des personnages peut dégainer une arme avant que quelqu'un puisse réagir. Et c'est de grands passes. Ça peut régler un conflit. C'est quelque chose de fort. Mais tu dois payer un de tes ressources. Euh, Il n'y a aucun problème. Tu peux toujours passer à l'action en vous laissant vulnérable. Facile. Peut-être tu peux expliquer votre histoire personnelle ou donner une cigarette à quelqu'un. Car aucun coup, ça ne va pas régler les conflits, ça ne va pas aider les conflits non plus. C'est change les situations, mais une règle pose des problèmes. Ou tu peux recevoir euh, les points par, par des choix, les mauvais choix, effectivement. Faites-vous prendre en train de mentir, de tricher ou de vous faufiler. Donc, tu peux décider de faire quelque chose euh, assez dangereux et poser plus de problèmes pour recevoir plus de points que tu peux gagner plus tard. Donc, c'est seulement en dépenser de recevoir l'argent, les ressources, que les personnages vont décider quand ils vont être
avoir du succès et quand ils vont échouer. Donc, c'est vraiment populaire actuellement. Il y a les jeux, la plupart ne sont pas traduits actuellement, mais un des plus grands jeux dans ce domaine, c'est Wonder Home. Um, euh, j'ai lu mon exemplaire anglais il y a un mois, je pense. Euh, mais il y a c'est un espace de design vraiment populaire et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Donc, il y a aussi les autres jeux qui sont beaucoup plus comme Monster Guild 1244. L'ancien jeu, je pense qu'il y a 10 ans, mais euh, il n'y a aucun dé. C'est tout simplement les gens ont. Chaque personnage a 3 ou 4 questions que le joueur doit répondre à lui-même. Et c'est une série de scènes que tu dois explorer. Oh, il y a une traduction non, de Wonder Home. Excellent. Um, et je pense qu'il n'y a aucun dé. C'est tout simplement qu'est-ce que mon personnage va faire dans ce milieu. Um, ça va être quoi les interactions entre les personnages et ça va être quelle décision est-ce que les gens vont prendre fin de partie. Est-ce qu'ils vont décider de sacrifier leurs croyances face à l'inquisition de l'Église ou est-ce qu'ils vont décider de mourir en Dieu, de brûler comme hérétique cathare en Dieu. Donc, c'est tout dans la narrative. On n'utilise pas les éléments de chance pour décider qui va réussir parce qu'il y a seulement un choix réel de grande importance. C'est la décision well ou fin de temps. Tout le reste, c'est de rencontrer un histoire. Il y a des jeux en masse, mais ils sont les deux grands exemplaires que j'ai vu par. Et je m'excuse encore pour les auditeurs pour mon mauvais français, mais Nos ça auditeurs fait sont bienveillants d'une part et d'autre part, ton français est tout à fait correct, ne t'inquiète pas là-dessus. En parlant de français, je voulais juste préciser par rapport au jeu BOB, Beyond Guide Outside Beyond Guide, qu'il en existe en français. Il y a Melville qui a créé Bois dormant chez les éditions Dystopia, un jeu post-apocalyptique positif, on va dire. Et Wanderhome, dont tu as bien parlé tout à l'heure, il y a un kit de découverte en français. C'est pas le jeu complet, mais Melville a aussi traduit une partie du matériel pour en faire un kit de découverte qui est disponible sur itch.io. Donc voilà, si vous voulez découvrir ce type de jeu, vous pouvez aussi le faire en français. Et du coup, ça nous donne déjà pas mal d'options pour arrêter de trancher juste des conflits et faire autrement. Un- Pour la petite histoire, j'avais fait un petit, un micro, hack de BOB qui s'appelait Des anges bizarres et en fait, grosso modo, tu avais, donc tu avais juste les jetons, tu avais une feuille de personnage et en fait, à chaque fois que tu faisais un move, une action dans la fiction qui était plutôt, dans le sens de la vulnérabilité de ton personnage, ben, tu pouvais récupérer un jeton et du coup, quand tu voulais faire une action, qui était plutôt dans le sens de la puissance de ton personnage, et ben, tu dépensais le jeton quoi et ça tournait plutôt pas mal en fait de juste faire comme ça, quoi. Tac. Il y a Saga Heroic Minima aussi en français, qui est un jeu de Gaël Sacré, qui est un jeu BOB également, pour faire des aventures héroïques à la Star Wars, quoi. C'est un peu du Star Wars sans la licence, mais voilà, quoi. C'est vraiment des grandes épopées centrées sur les motivations et les relations des personnages. Et je crois que c'est tout ce que je connais en BOB. Du coup, voilà, le système de résolution, c'est fait. On l'a bousculé, on l'a détruit, on l'a déstructuré. Il y a un autre truc qui est assez central dans le partie de jeu de rôle,
c'est le scénario. Que ce soit un scénario bac à sable, que ce soit un scénario, railroading, sur les rails, que ce soit un scénario, d'initiation. On a tendance à beaucoup faire reposer des choses sur l'intrigue qu'on va préparer ou qu'on va improviser pour les joueurs et les joueuses autour de la table et c'est pareil, c'est pas obligatoire. Du coup, pour terminer, j'aimerais avant, d'avoir les questions du public, que l'on discute sur quoi faire de ce scénario. Comment faire autrement? Je sais que Simon, par exemple, il a ses canevas, il a ses bacs à sable du quotidien, ça marche très bien, donc voilà, j'aimerais que qu'il nous en parle, vous aussi, donc voilà, si on pouvait, prendre un moment pour discuter du scénario. Je vais laisser commencer Simon parce que je sais que voilà, il a des choses déjà dans ses jeux qui existent, qui fonctionnent et que j'aime beaucoup, donc voilà, si tu pouvais nous parler un peu de Canva, qu'on retrouve Ouais. dans Damnée ou de tout ce que tu fais sur le bac à sable du quotidien, parce que c'est une notion qui est pas forcément évidente à comprendre, donc si tu pouvais prendre le temps que tu veux pour nous en parler, ce serait bien. Ouais, merci. En fait, l'idée de départ, c'est de dire, voilà, le scénario, c'est quelque chose qui est imposé, ça peut être une suite d'événements ou des situations qui sont imposées de l'extérieur. C'est quelque chose qui est, externe au personnage. Nous, ce qu'on a essayé de travailler, c'est des choses qui sont beaucoup plus internes. Donc par exemple, un canevas, ce n'est qu'une carte de relation, une relation map avec, avec des relations qui souvent sont conflictuelles ou souvent sont compliquées entre les personnages. C'est quelque chose qu'on a dans Damnée, par exemple, qui est notre jeu de vampire, où, justement on va se faire des pactes, on va se faire des promesses qui sont en général, difficiles à tenir ou qui ont des implications qui sont compliquées. Et du coup, quand on commence à jouer, et ben, on est lâché dans ce canevas, dans cette carte des relations et on joue pour voir ce qui va se passer. On joue nos relations, on n'a plus on n'a plus besoin de chercher où est le scénario ou où doit-on aller pour que ça se passe bien, puisque le scénario n'existe pas. On a juste besoin de jouer nos personnages à fond et voilà. C'est un peu ce qu'il y a dans Héros d'argile aussi, donc ça, c'est un peu ces modalités de, de jeu et un autre, modèle de jeu, c'est ce dont tu parlais, c'est le bac à sable du quotidien. Alors le bac à sable du quotidien, c'est une sorte de bac à sable également dans lequel, on va se concentrer sur les relations interpersonnelles et se concentrer sur le quotidien des personnages. C'est un dispositif où quand toi tu es joueur, tu as une liberté, totale dans le cadre de ce bac à sable, dans le sens où, puisqu'il y a pas de scénario, il y a pas d'aventure, il y a pas de choses extraordinaires qui vont venir à toi. Ton but à toi, c'est simplement d'explorer le quotidien et d'explorer ce que ça fait d'être dans la peau de ce personnage-là. Donc nous, avec Manon, on est en train d'écrire un bac à sable, autour de la Chine antique, dans un petit village, de la Chine antique et donc voilà, tu es projeté dans cette banalité qui est pas si banale que ça finalement, mais parce qu'on est en Chine antique, mais sinon, voilà, dans cette banalité-là et donc si tu as envie de passer, tes séances à apprendre à cuisiner ou apprendre à jardiner ou voilà et ben, c'est comme ça qu'on joue effectivement, parce qu'il y a pas cette injonction à l'action, il y a pas cette injonction à aller à l'aventure, tout simplement. Oui, puis, dans une vie même banale que sont les nôtres, il nous arrive des fois des trucs, qui font que nos vies sont pas inintéressantes que ça. On n'a pas besoin d'aller affronter un dragon pour qu'il arrive des choses palpitantes. On peut faire des liens, on peut créer du lien social, on peut avoir des ennuis, on peut avoir, du boulot, une vie professionnelle ou, animer une table ronde avec des gens super cool. On n'a pas besoin effectivement de cette injonction d'aller à l'aventure pour produire du jeu intéressant. En tout cas, merci pour ces 2 notions-là que sont le canevas et le bac à sable du quotidien. Jason, toi, comment fais-tu pour te passer du scénario ou comment vas-tu, prévoir, des aventures ou, autre chose qu'une aventure? Ou alors comment vas-tu formaliser pour te passer du scénario ou pour, en tout cas le présenter d'une manière différente que le scénario classique qu'on va retrouver, dans les jeux de rôle, habituellement? Donc, il y a plusieurs façons. Un des éléments intéressants que je trouve plus en plus, c'est l'idée d'avoir des personnages créés en avance. Par exemple, pour mon jeu à Lanquin que j'ai traduit récemment, il y a le personnage plus le vétéran.
on a la plupart de l'information, on a déjà une histoire pour le personnage. Et c'est tout simplement ces personnages pré-créés dans une histoire assez constrainte, mais il y a assez, même avec les pièces assez précises, il y a beaucoup d'espace pour explorer une histoire intéressante. Dans ce jeu en spécifique, par exemple, si l'héritière est en train d'échapper un massacre de toute sa famille au palais royal. Donc, elle est en train de rencontrer l'histoire de comment elle s'échappait des soldats avec l'aide des adultes comme le vétéran, la prêtresse, la chasseresse, tous les gens qui ont aidé d'échapper les dangers. Donc, c'est même avec tous les éléments vraiment constraints, on est capable de jouer et explorer un espace intéressant. J'adore aussi les jeux où il y a beaucoup plus d'exploration sociologique, l'exploration des cultures, des croyances. Au lieu des conflits, hey, je vais battre le dragon, voler tous ses trésors. C'est beaucoup plus intéressant, à mon avis, d'avoir un party où on explore la relation entre un homme et son père, qui est un dieu négligent, qui n'a pas prendre soin de son fils. Donc, tout le parti, c'est l'interaction, le drame entre un dieu et son fils, qui a essayé d'agrandir sans le soutien de son parent. Comme il y a beaucoup d'espaces dramatiques qu'on peut explorer hors du format traditionnel. Eh bien, merci. Avant de repasser la parole à Thomas, qui est un grand bavard, je réagis rapidement sur le chat. On nous explique qu'une autre manière de faire pour se passer du scénario, c'est d'impliquer le background des personnages. Et effectivement, on peut aussi jouer comme ça, quoi. Plutôt que de préparer un scénario, c'est créer son background, que ce soit aléatoire, semi-aléatoire, en temps collégial ou complètement libre. Yellow Shark qui parle de ça et du coup, voilà, juste mentionner qu'effectivement, ça peut être aussi une manière de faire pour se passer du scénario en tant que tel, de se baser uniquement sur les personnages, quoi. Ce qu'on appelle des scénarios, character centered où on se base uniquement sur les personnages, quoi. C'est un peu encore une version différente que le Canva et du coup, voilà, Thomas, c'est à toi pour nous parler du scénario ou plutôt de son absence ou de son twist ou de sa transformation. Ben, et déjà, la première chose, bah, si tu joues son scénario, bah, j'espère que mon son est meilleur, hein. J'ai fait plein de trucs, mais je sais pas du tout si ça a amélioré les choses. Mais grosso modo, la première chose à faire, en fait, quand on veut jouer son scénario, c'est de bosser des techniques d'improvisation. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui va être fourni par le manuel de jeu, c'est quelque chose qu'il faut travailler par ailleurs. Donc, après, vous allez trouver plein de conseils, que ce soit dans la boîte à outils du meneur de jeu ou dans différents. Il y avait un. Il y a il y avait un bouquin en anglais de Graham Ramsey qui permettait aussi qui donnait des conseils d'impro. Enfin, il y en a pas mal. J'ai fait un article sur la technique d'impro en JDR. J'essaierai de vous le mettre. On peut utiliser évidemment tout ce qui est Oracle. Vous avez un jeu comme par exemple un jeu de cartes comme par exemple Musée Oracle, justement, où vous allez faire des tirages de plein de choses. Ah bah tiens, je tire, il y a un château, hop, et puis il y a un dragon, et puis il y a un aubergiste misanthrope, et puis il y a tel adjectif, gadou, bataille, et puis bon, grosso modo, on va tirer des idées jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se mette en place dans notre tête, quoi.
Moi, je suis aussi très fan de ce que j'appelle les enchaînements logiques, c'est-à-dire que bon, on a vu les bacs à sable du quotidien, c'est des petits mondes logiques déjà entre eux, mais on peut amener ça à l'échelle d'un univers avec une série de choses qui se passent toujours logiquement dans le monde. Et en fait, s'il y a suffisamment d'enchaînements logiques, on peut jouer sans scénario parce que la moindre petite anecdote peut entraîner toute une aventure, quoi. Par exemple, dans l'univers de Milvaux, eh bien, si on tue quelqu'un, on peut avoir un choc mental, on peut avoir, un souvenir de la personne. Après, il faut faire des rites funéraires. Si on les fait pas, la personne revient mort-vivant, ainsi de suite. Bon, il y a différents comme ça enchaînements logiques. Et puis, moi, je suis, très fan, de tout ce qui est, table aléatoire, quoi, et encore mieux que les tables aléatoires classiques, où tu as ton manuel, tu jettes des dés. Ce que j'aime vraiment d'amour, c'est les tables aléatoires, en ligne. Non, alors normalement, je vais essayer de vous mettre un lien, heu, sur, il y a un de mes jeux qui s'appelle Nervure et c'est un ensemble de tables aléatoires comme ça en ligne sur une application qui s'appelle, Chartopia. N'importe qui peut mettre cette table aléatoire, c'est vraiment très bien. Et en fait, vous allez tirer plein de choses, le temps qu'il fait, dans quel endroit vous êtes, quel type de scène il y a, des questions à se poser, vous pouvez tirer des monstres, vous pouvez tirer des trucs d'univers, vous pouvez tirer des portraits de personnages, vous avez une playlist, donc vous pouvez tirer, la musique, enfin grosso modo, l'idée c'est que tout ce qu'on a besoin habituellement dans un scénario, et ben là, il est fourni sous forme de table aléatoire, il y a plus qu'à faire le lien entre les choses, quoi. Donc, il reste un travail d'impro, mais il est, grandement, minimisé, je dirais. Ensuite, l'autre technique, donc voilà, bon, table aléatoire, évidemment, tout ça, on peut fonctionner aussi avec des cartes. Donc les Nervure, le jeu que j'ai évoqué, il est aussi sous forme de cartes à jouer, si vous voulez pas utiliser l'application. On peut faire des bacs à sable qui fonctionnent aussi sur des cartes. J'ai un bac à sable qui s'appelle Écheveuil, où c'est des cartes de feuilles et de personnages, de personnages et de lieux qui sont liés les unes entre elles, et donc il y a pas besoin de lire en avance, on n'a qu'à dérouler le truc. Alors vous allez me dire: «Il y a encore un scénario», mais c'est un peu comme une escape game, à la Unlock, vous avez pas besoin de lire à l'avance le scénario, s'il y a un bac à sable, et puis vous explorez, le jeu de cartes tout en jouant, quoi. Et bon, évidemment, il y a tout ce qui est pour l'arène, on en a déjà amplement parlé. Et puis pour finir, je pense que la méthode la plus simple encore, d'improvisation, c'est de jouer sans MJ, ou en tout cas en partageant énormément la narration. C'est-à-dire que plus vous donnez, aux joueuses de prise sur la fiction, bah, plus vous répartissez cet effort de création que représente l'impro, et donc c'est censé devenir, plus facile. Alors après, évidemment, il y a des questions, qu'on ne se pose pas d'habitude, qu'il faut résoudre. Comment on fait pour fluidifier les échanges? Il y en a qui sont plutôt où on prend des précautions oratoires. Est-ce que j'ai le droit de dire que en fait, ton personnage, c'est mon frère? Est-ce que j'ai le droit de dire que, en fait, tu détestes, le roi? Hem, il faut Mmh. éviter des rudesses quand on improvise, c'est-à-dire, les rudesses, c'est vouloir à tout prix forcer son histoire, en fait, par rapport à l'histoire des autres. Et puis, il faut aussi quand même, trouver une façon de fluidifier les échanges. Moi, j'aime bien le énoncer accepter, c'est-à-dire, on dit quelque chose et si tout le monde personne ne moufte, c'est que c'est vrai, quoi, on demande pas non plus la permission à chaque fois. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur le jeu sans scénario, en espérant que le son était à peu près correct cette fois-ci. Merci Thomas, c'était correct pour moi. Du coup, tu as un peu, pris de l'avance sur la suite de la table ronde parce que justement après avoir enlevé les dés, après avoir enlevé le scénario, j'allais enlever le MJ, les joueurs, enfin j'allais vraiment, vous inviter à finir de déstructurer totalement le jeu de rôle et à jouer autrement. Mais avant ça, j'ai oublié de vous poser une question super importante. Pourquoi on fait ça? Là, on parle de jouer autrement, de jouer sans MJ, de jouer, enfin ça sera la dernière partie, les sans MJ, les sans joueurs, les tout ce que vous voulez. Mais surtout, pourquoi on le fait? Pourquoi, Jason, pourquoi est-ce que tu as envie de jouer sans dés? Pourquoi est-ce que tu as envie de jouer sans MJ? Pourquoi est-ce que tu as envie de te passer d'un scénario? Quel est l'intérêt, quand tu pratiques de jeu de rôle, quand tu es rôliste, de jouer autrement? Pourquoi changer ses habitudes quelque part? C'est une bonne question. En gros, grosso modo, c'est
la théorie anglophone, c'est euh, The Fruitful Void en anglais. C'est quoi l'élément qu'on veut découvrir pendant le jeu, pendant le parti. On ne veut pas avoir les mécaniques qui vont répondre à une question si la raison d'être pour le jeu, c'est de répondre à cette question nous-mêmes. Donc, souvent, je trouve que en utilisant les mécaniques, on peut essayer d'éviter de répondre les questions centrales du jeu avec les mécaniques. Par exemple, on peut, dans Apocalypse World, par exemple, le point de jeu, c'est d'essayer de découvrir pourquoi les gens vont travailler ensemble et s'il peut créer quelque chose plus stable, une société, même après l'apocalypse. Donc, il n'y a aucun mécanique qui va dire, hey, oui, tu l'as créé une société intègre. Oui, tu as des connexions fortes entre le nôtre et vous pouvez créer un monde plus stable. Non, toutes les questions, toutes les mécaniques sont autour de cette question. Donc, par éviter de prendre les solutions simples, comme utiliser les dés pour régler tous les problèmes, on peut explorer des éléments beaucoup plus intéressants par transférer entre la chance envers les décisions personnelles des joueurs. Si ça fait aucun sens, je m'excuse si c'est pas clair. Si, j'ai compris. On peut transférer ce qu'on me laissait au hasard, à la chance, sur les décisions des joueurs. Si, c'est très clair. T'inquiète pas, Jason. Merci. Si moi j'ai compris, je pense que tout le monde Oui, a c'est ça. compris. Et sinon, ils nous diront dans le chat, on leur expliquera. Mais pour moi, c'était tout à fait compréhensible. Pardon, du coup, t'as fini? C'était ton dernier mot? Ok, Simon. Dis-nous pourquoi est-ce que toi et Manon, le label Angel Dust JDR, pourquoi est-ce que vous explorez de nouvelles façons de jouer? Qu'est-ce qui vous fait envie? Quel est le but, l'objectif, les raisons, la motivation? Je pense qu'il y a 2 aspects. Il y a l'aspect, ce qu'on aime jouer et il y a l'aspect, ce qu'on aime créer et du coup ce qu'on a envie de transmettre et ces 2 aspects-là se rejoignent dans le sens où, hem, le ce qu'on a envie de ce dont on a envie de faire l'expérience et ce qu'on a envie de transmettre comme expérience, c'est une certaine sorte de fiction qui, et une certaine sorte d'émotion, quoi. On a envie de jouer à des jeux qui ont un impact émotionnel fort, dans lequel on se concentre sur des choses, bah, typiquement le quotidien, les relations et cetera. Hem et du coup, il y a un certain, nombre de dispositifs de jeu qui font que, hem, la recherche de cette sensation-là va être facilitée. Et parmi ces dispositifs, bah, typiquement le jeu sans scénario, nous aide à nous focaliser sur, bah, justement, notre intériorité en tant que personnage, parce que c'est ce qui nous intéresse. De même, le hasard, donc que ça soit avec des dés ou avec des cartes, avec ce que tu veux, le hasard nous enlève une certaine, agentivité ou nous enlève une certaine, enfin ou apporte une certaine frustration quant à ce qu'on a envie de jouer. Nous, on est des joueurs, Manon et moi, on aime beaucoup, heu jouer en mode play to lose. On a envie de jouer pour voir nos personnages, souffrir parfois, pour voir nos personnages, être dans la panade et incarner des situations qui peuvent être difficiles et on n'a pas envie de lancer des dés parce qu'on n'a pas envie de, hem,
devant une certaine situation, on n'a pas envie de réussir spécialement, on a juste envie d'échouer et on a envie d'aller dans le gouffre et voir ce qui va se passer. Hem, donc voilà et c'est tout plein de sensations qu'on recherche, qui sont, eh bien, facilitées par, ben, par exemple, le jeu sans MJ ou le jeu sans scénario. Donc je pense que ça répond un peu à la question que tu posais. Pourquoi est-ce qu'on joue comme ça et pourquoi est-ce qu'on a envie de transmettre ça dans nos jeux? Ben, voilà, c'est parce qu'il y a une finalité, il y a une recherche on cherche quelque chose de particulier, quoi. D'accord et le fait de changer va vous permettre d'avoir cette finalité, ça va vous apporter vraiment autre chose. Thomas? Voilà, tout à fait. Il y a aussi, ce qui peut amener en fait à sortir des gameplays habituels, c'est des fois des contraintes, ou voilà, des envies qui sont juste, pas possibles avec des gameplays habituels. Par exemple, pourquoi on fait des jeux, sans scénario? Enfin, je pense que la flemme est une très bonne piste quoi, hein, clairement quoi. Par exemple, moi je fais j'ai un GN qui s'appelle, Les Centes. C'est un GN sans orga, tu peux jouer jusqu'à 60 personnes et même on va faire à plus. Il y a pas de scénario, quoi. Il y a pas de scénario, les orgas n'écrivent pas les feuilles de personnages parce que j'ai juste une flemme gigantesque de faire le boulot qui devrait être fourni, dans un dispositif classique, de GN. Moi, par exemple aussi, si je suis venu, au jeu sans MJ, c'est parce que j'avais envie d'être, personnage dans mes propres histoires, cette espèce de truc un peu, un peu, vertigineux quoi, et voilà, cette sensation n'est possible qu'avec le jeu sans MJ quoi, il y en a qui, il y a un, et par exemple, si on prend le cas du solo, qu'on va sans doute aborder dans pas longtemps là, et bien, ça permet déjà de jouer quand on connaît personne, quand on n'a pas d'amis ou du moins pas des jeux enfin quand notre table habituelle n'a pas les mêmes disponibilités que nous. C'est la même raison d'ailleurs qu'on fait du jeu de rôle, textuel et puis ça permet d'aller sur des thématiques, sur lesquelles on n'est pas sûr de trouver des gens ou même, pour prendre mon exemple, enfin, par exemple, si on veut faire quelque chose sur le thème de la sexualité, ben, en fait, ça peut être difficile de trouver des gens, et puis même si on les trouve, bah, on n'osera nous-mêmes pas finalement se lâcher. Donc le faire en solo, c'est beaucoup plus facile quoi, pour prendre ce thème-là, parmi, bien d'autres, hein, bien sûr. Merci et justement, je voulais terminer sur les autres manières de jouer différemment. Quand on a enlevé les dés, on a enlevé le scénario, j'aimerais qu'on parle un peu des autres manières de déstructurer un peu le loisir, que ce soit le jeu de rôle en solitaire que tu as mentionné très bien brièvement, le jeu de rôle sans meneur de jeu qui a été déjà mentionné. Moi, j'ai écouté sur le podcast de la cellule un playtest d'un jeu sans joueur. Je ne savais pas que c'était possible, mais ça existe. C'est la tragédie de je n'arrive pas à me rappeler du nom du jeu. Si quelqu'un l'a dans le chat, ça m'intéresserait, sinon tant pis, mais voilà, c'est un jeu sans joueur. C'est la Donc tragédie de GJ 237B. merci, merci Thomas. Du coup, voilà, c'est un jeu qui se joue J'espère tout ne pas seul, me tromper. qui se joue tout seul. Et du coup, voilà, j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour que chacun à votre tour, vous puissiez parler d'une pratique, très différente du loisir, pour de donner quelques exemples de jeux, puis pourquoi, cette pratique-là, vous intéresse. Jason, je te prends de court peut-être? Oui, j'ai un exemple vraiment intéressant ici. En anglais, c'est Thousand Year Vampire. Donc, c'est une histoire où euh, c'est un jeu de rôle solo où c'est presque comme Choose Your Own Adventure, c'est qu'il y a une bonne traduction pour ça, Mike. En tout cas, donc tu réponds aux questions euh, pour déterminer l'évolution de ton personnage vampire pendant 1000 ans. Et l'élément vraiment intéressant ici, c'est euh, tes, euh, ton 12e réponse peut changer la mémoire de ton 3e réponse, par exemple. Donc, ton mémoire lui-même va changer pendant que tu joues le jeu. Et c'est euh, d'une seule joueur pour créer une histoire complexe et profonde. Et tu peux même écrire dans le livre toi-même si tu veux. Euh,
j'espère qu'il va être traduit bientôt parce que c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est Thousand Year Vampire par Tim Hutchings. Ouais, excusez-moi, je répondais à quelqu'un dans le chat. Simon, du coup, une pratique différente que tu veux mettre en avant, quelque chose dont tu as envie de parler, quelque chose qui change drastiquement du jeu de rôle traditionnel, on va dire, et que tu aimerais, voilà, t'aimerais parler avec nous, tu aimerais expliquer, présenter et puis expliquer tout ça. Mmh, ouais, oh, il y en a tellement en fait. À une seule modalité, c'est trop peu. Il y a tellement de manières de jouer différentes, hem Écoute, je vais rester dans le classique et puis si jamais on refait une deuxième un deuxième tour de table, j'essaierai d'énoncer autre chose. Mais un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le jeu épistolaire. C'est le jeu, où, ce genre de jeu où on s'envoie des lettres et on s'envoie des vraies lettres, pas seulement des mails ou des textes par internet, mais vraiment des vraies lettres, quoi. Hem, le jeu qui m'a beaucoup marqué, c'est Sur la route de Chrysopée. Heu, j'ai mangé le nom, c'est Morgane Régnier, c'est ça? Hem, bref, dans lequel, voilà, on s'envoie des lettres, su et on raconte le voyage initiatique d'un maître, alchimiste et de son apprenti. Et juste cette reconnexion avec l'écrit, avec la sensation d'ouvrir une lettre, le papier, parce qu'aujourd'hui, bah, les lettres qu'on reçoit, c'est quoi? C'est des factures et des impôts, quoi. Heu, le fait d'être heureux à nouveau d'aller à sa boîte aux lettres et de recevoir des lettres, manuscrites et cetera. Il y a un vrai plaisir, derrière. Merci beaucoup Thomas pour terminer sur ces pratiques un peu innovantes, un peu changeantes. Et puis si on a Mmh. du temps, on fera un 2e tour de table pour que Simon puisse parler de sa deuxième modalité, ce serait bien et puis après on regardera pour les questions du public. Ouais, ouais. Bah, en fait, une fois qu'on a surmonté, ce qui s'appelle en théorie le principe de Shege, une fois qu'on a surmonté, le fait que ce serait pas intéressant de se jouer soi-même et son adversité, on peut vraiment accéder à beaucoup d'expériences, super intéressantes. Ce que j'aime bien actuellement, c'est jouer avec des intelligences artificielles. Ça, c'est vraiment très, très intéressant, l'échange avec la machine. En plus, ça brouille les frontières avec, le côté, MJ, PJ parce que enfin, la machine ne fait pas forcément elle fait pas vraiment la différence entre elle et toi, tu vois? Donc, des fois, elle va dire des trucs pour ton personnage, des fois, elle va dire des trucs pour le décor et le figurant. Ce que tu vas faire aussi, on arrive à une espèce de co-construction. La machine fait souvent des propositions, des fois super bizarres et puis des fois tu dis: «Ah mais c'est vraiment génial cette idée», c'est une expérience immersive, bah, que je conseille vraiment. C'est pas, vous allez peut-être pas trouver ça au point, hein, disons qu'il faut, garder l'esprit ouvert. Après je pense que c'est quelque chose qui n'ira qu'en s'améliorant avec le temps, quoi et je pense qu'on va s'y confronter de plus en plus, quoi. Moi je trouve ça assez intéressant. Peut-être que le jour où, j'aurai plus mon métier à cause des IA, je serai moins content, mais pour le moment, j'apprécie, quoi. Pour le moment, rassure-toi, les IA sont pas encore performantes, même si AI Dungeon ou d'autres sont assez rigolotes à utiliser. Ça remplace pas encore, heureusement pour nous, les MJ. Et puis, on a aujourd'hui, un souci d'apprentissage qui font qu'au bout d'un moment, ça devient des connards les IA. Mais, ça, c'est un problème qu'on n'a pas encore forcément réglé, mais comme ils se basent sur des tweets ou sur des bases de données d'échanges de vrais humains, eh bien, souvent, au bout d'un moment, l'IA elle devient raciste ou sexiste et ils sont obligés de la débrancher. Donc, je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant de ne plus pouvoir avant de devoir se passer de l'humain. Du coup, on a encore un petit peu de temps, donc Simon, c'est parfait, tu vas pouvoir nous parler de cette deuxième modalité. Ah non, mais j'en ai plein d'autres des des Deux, modalités, deux, mais deux, ça sera déjà pas mal. mais hem un autre truc que un autre point que j'aimerais aborder et je pense, que, Thomas, tu as dû faire des expériences dans ce sens-là, c'est de jouer, en musique, mais pas avec une playlist, mais en jouant de la musique pendant qu'on joue au jeu de rôle. Hem
Je sais pas ce que j'ai ce soir, mais je mange tous les noms. Il y a un jeu, dans lequel on joue des chamans, et donc du coup, on joue des percussions en même temps qu'on raconte comment, on résout, le problème qu'il y a dans le village, et du coup, ça apporte une dimension aussi, en plus du jeu, des émotions et cetera, ça apporte une dimension, de trance ou de méditation, quoi. L'autre jeu qui me vient en tête, c'est, In the Name of God, donc au nom de Dieu, je pense, c'est traduit comme ça en français, où on ne joue pas de la musique, mais il y a un moment où on doit scander, on doit faire des prières rituelles, en cadence, et du coup, on rentre dans une sorte de transe, et on joue du coup vraiment avec ces notions de rythme, ces notions de musique, de musicalité, quoi. On Je sais pas s'il existe beaucoup de jeux de rôle dans lesquels, on joue effectivement de la musique pendant qu'on joue, ou on chante pendant qu'on joue, mais c'est des trucs que j'ai vraiment envie d'explorer en ce moment. J'ai un jeu, qui s'appelle Psilozone qui propose de faire ça, notamment parce que tu fais des voyages chamaniques. Et donc, tu peux faire des percussions, tu peux chanter, déclamer des poèmes, et c'est très utile pour effectivement te mettre dans la situation de transe qui va être propice, à raconter des trucs, un peu ouf, quoi. Merci Thomas. Sinon, pour les chants, moi j'ai testé là dans la cyberconf cet après-midi, j'ai testé Conte de Noël où il y a effectivement une partie chanson. C'est un petit jeu mignon où on joue des lutins du Père Noël et on invite les enfants qui jouent ou les adultes, pour mon cas, à chanter éventuellement ou à dessiner. Mais c'est pas central, quoi. C'est en plus, c'est pour, à mon avis, capter l'attention des enfants. Voilà, on leur demande de dessiner ce qui se passe dans l'aventure, de faire une chanson, tout ça pour rester dans l'esprit de Noël. Avant de passer la parole à Jason pour son deuxième tour, moi je voulais vous parler d'un jeu, parce que même si je ne suis que l'animateur, je voulais quand même vous parler de Nuit, parce que c'est Guillaume Janté, c'est une personne formidable qui l'a fait. Et c'est un jeu de rôle qui est uniquement audio, en fait. Lui, son rêve, c'était de pouvoir proposer la même expérience à des personnes voyantes et à des personnes non voyantes. Du coup, Nuit, ça va être un fichier audio où toutes les règles, tout le jeu, en fait, va être au format audio, et ça va vous permettre, il est sur itch.io, ça va vous permettre de jouer avec des personnes, non-voyantes en ayant exactement la même expérience, tout simplement. Jason, ta deuxième jeu un peu, pas classique du tout? Donc, j'ai voulu parler d'un jeu vraiment expérimental qui s'appelait A Real Game, mais c'est plus disponible. C'est un jeu où vous allez prendre le rôle d'un jeu de rôle. Euh, et il y a avec un sens d'infériorité. Donc, il y a des règles comme couper un trou dans ces règles, mettre sur notre jeu de rôle. Est-ce que je suis mieux maintenant? Maintenant que j'ai les règles, j'ai détruit moi-même pour montrer les règles de quelque chose d'autre. Est-ce que je suis mieux maintenant? Est-ce que je suis un vrai jeu? Donc, il a gagné un grand prix pour le prix IGDN il y a quelques années parce qu'on a décidé, ouais, t'es un vrai jeu, tu l'as gagné, petit jeu-là. T'es de grande valeur. Mais c'est plus disponible, c'est qui est assez triste. Donc, en C'est lieu de triste parce que, c'est rigolo le pitch, c'est rigolo la manière un petit peu, comment dire? C'est la mise en abîme, quoi. C'est un jeu de rôle qui joue un jeu de rôle. Enfin, je trouve ça, sur le principe, génial, et ça me fait penser à un autre jeu de KF, il me semble. J'ai oublié le nom! Ah zut! Mais c'est pareil, c'est un jeu qui n'est pas L'Ordre un de la jeu, en fin des fait. temps. Merci! Les Landes de la fin des temps par KF. C'est un jeu qui n'est pas un jeu, mais qui est quand même un jeu. Bon, moi, j'ai pas compris comment on y jouait, donc j'y ai pas joué. Mais c'est pareil, c'est le genre d'expérience assez forte dans le sens où ça propose vraiment quelque chose. Moi, je suis un peu trop stupide, trop premier degré. J'ai lu, c'était un peu un poème, il y avait pas de règles. J'ai pas réussi à rentrer dans le délire, mais ce genre de concept, c'est vraiment des choses que moi, j'aime voir dans notre loisir parce que ça propose autre chose, et puis je suis sûr qu'il y a un public aussi pour ça, et ça permet de façon à force d'expérimenter, on va parfois avoir des expériences un peu bizarres, comme la lampe des fins des temps, comme le jeu qui se joue tout seul. Mais parfois, ça va apporter de nouvelles choses qu'on va pouvoir amener dans notre loisir. Moi, c'est quelque chose que j'aime.
Et du coup, on va finir avant les questions. Ah! Est-ce que je peux citer moi aussi un deuxième jeu bizarre, hein? Ouais, vas-y, fais ton deuxième tour. Ouais, comment là, il y a une pratique là qui est en train de se développer chez les ados, c'est assez ouf, ça s'appelle le shifting. Où en fait, donc c'est des ados qui font ça et pareil, il y a toute une scène sur TikTok où ils font ça quoi, ils ou elles quoi et grosso modo, tu t'allonges dans ton lit, tu peux te mettre, des petits sons, petites préparations de mentales, physiques et tu que, par exemple, tu es à Poudlard et que tu vas rencontrer, Ron, Harry Potter, Hermione. Tu que tu es dans le monde de Star Wars et tout et en fait, voilà, l'idée c'est que tu restes allongé jusqu'à vraiment te plonger dans un état de rêve lucide où tu vas comme ça explorer, et donc, bon, évidemment, il y en a pour qui ça marche pas du tout. Il y en a qui se tapent des purs délires, quoi, et qui écrivent, qui racontent un peu leurs aventures. À quel point, par exemple, ils ont progressé dans leur vie en discutant avec Harry Potter. Enfin, je trouve ça génial, quoi. C'est le turfu, quoi. Eh bien, merci Thomas, je ne connaissais pas du tout. Moi, c'est vrai que je suis très peu sur TikTok et puis c'est surtout pour voir des trucs à la con. Des trucs vraiment stupides sans aucun futur ni lien avec le jeu de rôle. Puis il y a quelques personnalités du jeu de rôle comme Fibre Tigre qui prodiguent des conseils, sur du jeu de rôle. Donc, voilà, moi, j'avais jamais découvert ça et merci de m'en avoir parlé. Du coup, là, on a déjà fait, pas mal un bon tour sur jouer autrement. On a parlé de comment se passer des dés, du hasard, comment se passer du système de résolution, comment se passer du scénario, comment, se passer complètement de de tout en fait, de faire du jeu de rôle vraiment autrement. Et du coup, avant de prendre les questions du chat, je vois Jason veut nous montrer un truc. Qu'est-ce que c'est, Oui. Jason? Donc, ça, c'est un jeu qui s'appelle Mobile Frame Zero. À l'origine, c'était un jeu de Vincent Baker il y a plusieurs années. Et c'est un jeu des miniatures à Lego. Donc, il crée des mechas en Lego. Et c'est un jeu de garde table on va enlever cette portion du mec euh, et ça va réduire la force de l'attaque du mec. Et c'est tellement bizarre que je l'adore. C'est parce qu'on peut jouer avec des Lego. Mais c'est tout. Oui, Mobile Frame Zero, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, un éditeur français qui s'appelle 500 nuances de geek l'a traduit. Et si je dis pas de bêtises, il est gratuit en plus. Donc voilà, si vous voulez jouer des gros mechas en Lego, eh ben, c'est possible en français. Normalement, vous devriez avoir le lien dans le chat. Je l'avais jamais vu en physique, merci Jason. Du coup, voilà, avant de prendre les questions du public, on a encore 20 minutes. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Simon, Thomas, Jason, si vous voulez rajouter un truc que j'aurais oublié dans mon plan, quelque chose que vous voulez mentionner ou en profiter pour faire votre auto-promo? Simon, il a toujours Héros d'Argile qui est super bien, qu'il faut financer. Mais je vais mettre le lien, tiens, avant d'oublier. C'est le run là, hein, il faut y aller, hein. Ouais, Merci, c'est gentil. c'est maintenant ou jamais de toute façon. Hop, je mets le lien. Mais voilà, si vous avez quoi que ce soit d'autre à dire sur votre actualité, sur où est-ce qu'on peut vous trouver, ce genre de choses, faites-le, puis après on regardera si les gens ont des questions. Moi, ce que j'ai envie de dire peut-être, pour conclure, c'est que tous ces trucs qu'on a un peu explorés, qui sont vraiment, voilà, c'est pas mainstream, c'est vraiment sur le côté de la scène, du hobby. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de promouvoir parce que, on voit qu'il y a des porosités en fait entre le mainstream et justement tout ce pan alternatif du hobby. Alors certes, j'ai très certainement un discours militant de ce côté-là, mais je suis très, très ravi de voir qu'il y a des porosités, qu'il y a des choses de l'alternatif qui rentrent dans le monde du jeu de rôle, mainstream, comme, les outils de sécurité émotionnelle, comme, les jeux propulsés par l'apocalypse qui sont devenus, de plus en plus, populaires. J'espère justement qu'il va y avoir de plus en plus de porosité et justement, j'invite tout le monde à cultiver ce côté, alternatif le plus possible.
même si on est, un grand fan de jeux de rôle mainstream comme Donjon ou l'Appel de Cthulhu, c'est des choses qu'on peut facilement incorporer quoi et j'invite vraiment tout le monde à cultiver ce côté alternatif, ne serait-ce que par curiosité. C'est très, très chouette, c'est très foisonnant, on trouve des trucs, incroyables et voilà, je voulais mettre une petite note, une petite touche positive. Eh ben, tu as bien raison. Jason? Oui, le dernier jeu que je vais discuter, c'est Swords Without Master par Epidaya Ravachol. Donc, c'est un jeu en style de Conan ou quelque chose comme ça. Mais les dés sont tout simplement utilisés pour déterminer si le ton va changer entre jovial ou triste. Je ne sais pas comment il était traduit en français, mais c'est disponible en français grâce à 500 nuances de geek. Et c'est vraiment cool parce que ça, c'est ça. C'est la, la thème et l'ambiance du parti va changer. Et il y a des micro-jeux. Donc, dans un patient, c'est de révéler plus à propos du monde. Il y a un autre où euh, tu battre, tu vas pas réussir. C'est tout simplement pour battre, mais c'est pour un scène de succès. Et il y a un autre genre où c'est les grands dangers et tu as une chance de gagner. Donc, il y a beaucoup des éléments intéressants et je suis vraiment content que c'est disponible en français. Du coup, Jason, si Aussi, Epidaya était le créateur de Dread à l'origine. Donc, c'est très bien. Du coup, si tu aimes Sword Without Master, je ne sais pas si tu es au courant, Jason, ou les gens qui nous regardent, mais Dulil, c'est un auteur français, a fait un hack qui s'appelle Face aux Titans. On joue des héros qui doivent affronter des titans, et du coup, voilà, c'est un peu le même principe, avec les histoires de ton dont tu as très bien parlé. Mais voilà, il y a 2-3 trucs qui changent, c'est pas le même univers, il y a des tons, voilà, il y a des différences sur les tons, puis il y a aussi toute une notion de création de groupe et tout qu'il n'y a pas forcément dans l'autre. Donc voilà, si vous aimez ce genre de jeu, Face aux Titans est aussi vraiment très chouette. Thomas, un petit mot court avant de prendre les questions? Ouais, bah, je vais vous montrer quelque chose, vu que c'est en rapport avec la thématique, je suis en train de travailler sur un petit jeu, c'est pour jouer avec mon fils, en fait et l'idée, c'est que c'est juste, des cartes qu'on dessine. Donc ça ressemble à ça, en fait. Donc l'idée, c'est de faire un peu une map, qui évoque les RPG japonais. Et il y a aucun texte, il y a aucune règle, c'est juste, on se promène dedans, puis on imagine ce qui se passe quand on va rencontrer les personnages, comment on peut surmonter les pièges, qu'est-ce qui peut arriver, et voilà, l'idée c'est d'avoir, comme ça une petite suite de petits carnets que je pourrais explorer avec mon fils, bah, dès qu'on a un moment perdu quoi, pour, rêver ensemble, quoi. C'est très joli, c'est très mignon. Du coup, voilà, c'est fini. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, le public? Est-ce que vous avez envie de poser des questions sur des pratiques différentes, sur des choses et d'autres? Sinon, nous, on va continuer à blablater. On est tous des grands bavards. Mmh. On parlait dans le chat d'ailleurs, c'était assez intéressant, mais de Pour la Reine qui a le mérite, parce qu'il se pratique autrement, de peut-être être un tremplin plus facile pour le jeu de rôle que Donjons et Dragons et d'autres jeux de rôle plus classiques. Que même si Donjons et Dragons est plus connu et qu'effectivement avec la V5, il s'est simplifié, il y a moins de dons, il y a moins de classes, il y a moins de il y a moins de character building et je le trouve effectivement plus simple qu'un 3.5 ou qu'un Pathfinder. Il reste compliqué dans le sens où il faut prendre du temps pour, créer des personnages. Il faut préparer un scénario ou acheter un scénario du commerce. Là, on a effectivement des jeux. On n'en a pas forcément parlé beaucoup, mais il y a aussi on l'a mentionné rapidement, mais il y a aussi toute la mouvance des jeux sans préparation aussi. Les jeux où voilà, comme Conan et Sonia contre le ninja de Guillaume Janté, où tu prends ton jeu, tu le sors, tu le lis, tu joues. Et ça, c'est quelque chose qui peut effectivement, c'est effectivement des trucs qui peuvent aider, on va dire, à se lancer dans le loisir, quoi. Le fait de jouer autrement, ça peut être aussi pour gagner du temps, quoi, tout simplement, hein. C'est Thomas tout à l'heure qui mentionnait la flemme. C'est vrai que jouer sans scénario, bah, ça aide.
Donc, Ouais, je pensais aux Escape Tales. Il y a un éditeur américain qui a développé en fait des escape games, vous savez, un peu à la Unlock, donc sous forme de, avec donc du coup un jeu de cartes, des petits jetons et puis une application qui gère le truc. Et la différence par rapport à un Unlock, c'est que les escape tales sont censés être plus narratifs, donc insister sur le drama et avoir plus d'options et tout. Donc c'est une espèce de mélange entre Unlock et du jeu dont vous êtes le héros. Et bon, là, ils en sont à leur troisième acte en financement. Ils ont donc les versions françaises là. Enfin, ils ont les deux premiers sont déjà sortis. The Awakening en français. Je sais plus comment. Et puis bon, un autre. Et là, je m'intéresse particulièrement à celui qui est en financement actuellement, qui s'appelle The Children of Weirwood. Je sais même peu en français s'ils ont donné un autre nom. Mais grosso modo, il paraît qu'il y a 60 fins différentes, un truc comme ça, quoi. Après, j'attends de voir, est-ce que c'est juste un livre dont vous êtes le héros avec des cartes et une appli? Est-ce qu'il y a un aspect plus RP? Mais je pense que on est très proche, quoi. Pour moi, greffer des mécaniques de RP sur ce genre de choses, ça va se faire très facilement en prenant par exemple des choses qui viennent du monde des pour l'arène. On est très très proche de ça, quoi. Ah, on n'en a pas parlé, ça, tient, de tout ce qui va être hybride. Parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup de plus en plus et que j'ai pu voir, mais on n'en a pas parlé, mais il y a aussi toute une hybridation du jeu de rôle avec d'autres loisirs. Bon, on a les jeux de rôle, jeux vidéo qui existent depuis longtemps, mais moi j'ai vu des jeux de plateau qui sont des dungeon crawling où maintenant tu vas avoir une partie un peu roleplay parce que tu vas avoir un personnage, il va être nommé, il va avoir une personnalité. J'ai joué à un jeu de société qui s'appelle Villainous où tu joues des méchants de Disney. C'est pas un jeu de rôle, mais il y a quand même une partie où tu as ton personnage. Où... J'ai l'impression que de plus en plus, on hybride les genres, quoi. Il va y avoir du jeu de société, jeu de plateau, on va dire, classique, qui va prendre des éléments de jeu de rôle, que ce soit l'inventaire, que ce soit incarner son personnage, que ce soit. Voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette hybridation? Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose, mais voilà, est-ce que vous avez des exemples d'hybridation qui marchent bien, des exemples d'hybridation qui ont moins marché? Un Et truc qui marche bien, tout- c'est les jeux en campagne, les jeux en legacy. Donc tout ce qui est Pandémie Legacy, les jeux comme ça où justement, ton tu joues des parties, du même jeu en campagne et les résultats de ta de des parties restent, les conséquences des résultats des parties restent au fur et à mesure de chaque partie. Pandémie le fait très bien, c'est ce que j'ai en tête. C'est peut-être pas le thème auquel on a envie de jouer en ce moment, mais mais voilà. On avait fait un podcast sur tous les jeux hybrides, et j'ai mis on va vous mettre le lien sur le Twitch, sur tous les jeux Zarbi, les jeux hybrides et compagnie. Et je vais aussi vous le mettre parce qu'on avait fait un podcast sur le jeu sans règles, donc avec un article, tout ça, donc tout ça est assez expliqué. Ok, Jason, si tu veux dire quelque chose sur l'hybridation, sinon j'ai une question du chat. C'est comme tu veux. Oui, hybridation, il y a un nouvel genre de jeu qui est arrivé pendant depuis le commencement du COVID. Donc, c'est les GN en ligne et ils changent les noms. Ils essaient de créer un nouvel genre de jeu entièrement. Donc, c'est les grands en ligne ou quelque chose comme ça. Donc, les jeux euh, euh, où on va jouer sur Twitch, on va jouer sur un chat vidéo. Euh, il y a plusieurs. J'oublie le nom. Il y a un où c'est un jeu d'histoire et, où on joue le rôle des personnages sur une station spatiale. View Screen en anglais. Et à cause de l'horreur, il y a un grand problème dans votre station spatiale. Donc, tu es seulement capable de parler avec les autres gens euh, par les écrans vidéo. Et ça, c'est comment on fait le jeu de rôle. Donc, prendre avantage du fait que les gens ne peuvent pas se rassembler en personne, donc ils sont obligés de jouer en ligne.
Donc, je trouve ce genre d'hybridation fascinant. Parce que les lignes entre jeu de rôle et un GN sont pas claires, sont pas évidentes maintenant. Merci beaucoup. Avant de prendre la question de Cécile, j'aimerais vous parler d'une autre hybridation. C'est un truc qu'a inventé à la base Fibre Tigre, qui est MJ sur Game of Thrones, une grosse série d'actual play qui marche bien et qui a aussi développé un truc qu'il a appelé, qui s'appelle maintenant Minotaur, que d'autres développeurs ont pris leur compte. Et c'est en fait un hybride de jeu de rôle pour jouer avec tous ses viewers, en fait. C'est un système, c'est une page PHP, grosso modo, qui va permettre de faire du jeu avec 20 joueurs, 30 joueurs, 100 joueurs, 200 joueurs, 300 joueurs, 500 joueurs. Le but, c'est de faire du jeu de rôle de masse, en fait. Les personnages sont très simples, ils sont souvent que 2 caractères et quelques éléments, et il y a tout un système de sondage. Au lieu d'avoir un personnage unique qui va décider ce qu'il fait, eh bien, à chaque fois, on va jouer une civilisation, on va jouer l'équipage d'un vaisseau spatial, on va jouer un village, et à chaque fois qu'une décision importante on va avoir besoin d'avoir une décision importante dans la partie pour le village ou pour l'équipage, eh ben, il va y avoir un vote informatique que les gens vont faire sur la solution qui s'appelle Minotaur, qui est une page internet, hein. Et en fonction de cette solution, eh bien, il va se passer des trucs. Il y en a qui vont mourir, il y en a d'autres qui vont pas mourir. Et le MJ, lui, va continuer. Et du coup, ça permet vraiment de jouer. Moi, je crois que j'ai fait un Star Wars comme ça en tant que joueur. On était plusieurs centaines, quoi. Et donc, je trouve ça rigolo parce que c'est une hybridation avec le jeu informatique. Et surtout, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Si tu dis à un MJ, ouais, à ta table, tu prends combien de joueurs? C'est rare qu'ils te disent 400 ou 500, quoi. Donc voilà, je voulais en parler, c'est dans le chat. La question de Cécile, c'était une question pour vous en tant que créateur. Vous êtes des auteurs, des game designers. Et la question, j'essaie de la retrouver pour pas trop la paraphraser. Mais en gros, voilà, si vous aviez tous les moyens du monde, quel JDR vous souhaiteriez créer avec un langage symphonique, des illustrateurs, autre chose? Voilà, l'idée, c'est que vous avez des moyens infinis. Qu'est-ce que tu crées comme jeu de rôle, Simon? À quoi ça ressemble? Ah non, mais il faut pas me poser des questions comme ça là, c'est parti. Heu, ah non, nous si on a pognon infini, je pense qu'on fait un bac à sable du quotidien en vrai. On crée un village et on joue notre bac à sable du côté ou en fait, finalement, c'est très semblable au théâtre, immersif, en fait. Je pense que ce serait ça. On Ah, ferait du théâtre vous immersif. embauchez une centaine On d'acteurs, embauche vous autant louez de figurants que tu veux, des milliers d'acteurs, des milliers de voilà ouais, des milliers de figurants. et on Ouais, c'est joue, cool. et on fait du théâtre immersif, ouais. Très bien. Jason, il nous Euh, reste 5 minutes, donc va oui, falloir être rapide. en même temps, le théâtre interactif, j'adorais de créer un jeu de rôle où on peut utiliser l'audience pour changer comment le théâtre, le progrès du théâtre, comme en utilisant toute l'audience comme inspiration pour le jeu de rôle. Il y a un petit peu de ça avec le jeu Doom Pilgrims de Vincent et Miguel Baker, où il joue sur Twitter, normalement, ou Google Plus. Et il donne des questions à l'audience et l'audience donne les réponses. Donc, est-ce que je vais échapper les serpents ou est-ce qu'ils vont m'empoisonner? Et si quelqu'un dit, hey, ils vont t'empoisonner, t'es maintenant aveugle, qu'est-ce que tu vas faire? Beaucoup va changer. Donc, j'adore l'idée de l'interaction entre l'audience puis les gens qui sont en train de jouer le jeu pour euh, donner plus d'occasions de participer dans les jeux de rôle à tout le monde qui ne sont pas actuellement des joueurs.
Et je pense que c'est en passe de se réaliser ce que tu proposes. Bon, déjà, il y a beaucoup d'actual play qui le font avec le chat qui va donner des idées. Et comme aussi commence à se développer en fait des performances de jeux de rôle dans des scènes de théâtre. En France, il y a Fabien Olicard, par exemple, qui l'a fait au moins une fois, je crois. Et donc après, de là à faire intervenir le public, il y a vraiment qu'un pas. Donc je pense que ça va se faire. Moi, du coup, de mon côté, puisque j'ai le budget limité, bah, je pense que je vais investir dans la télépathie et puis du coup, on jouera, directement en projetant des images mentales, dans les têtes des gens. Ça va être, super safe, il y aura aucun souci. Bien, merci. Je crois qu'on n'a plus de temps. On a, je crois on arrive à la fin de la table ronde. Il restait une dernière question, qui est très intéressante sur la place des jeux alternatifs face au virtuel. Est-ce qu'on y pense quand on crée des jeux qui vont changer? Mais, on n'aura pas forcément le temps d'y répondre. Je ne sais pas si on pourra y répondre en off. Bah, le GN virtuel, c'était une réponse, en fait, mmh, mmh, mmh. Ouais, c'est vrai qu'on a parlé de Viewscream qui est un GN fait uniquement pour le virtuel et qui change. Ouais, Donc, j'ai mis un article dans le chat normalement, qui parle de GN virtuel, ouais. Oui, voilà, donc donc il y a on a plein quand même de on a disclaimers. quand même plus ou moins répondu, mais voilà, on n'aura pas forcément le temps de développer. Et bah, en tout cas, merci, hein. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Merci aux gens qui nous ont, regardés ou écoutés. Puis merci à tous ceux qui reviendront, sur le replay. N'hésitez pas mais on s'en fout de ma chaîne, ça fait depuis 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, Cercle FR. Oui, j'ai une chaîne YouTube, zut, le fourbe. Enfin bref, bon, je vais pas rester là-dessus parce que c'est pas une très jolie conclusion. Merci à tous et à toutes. C'est super intéressant et puis, bonne, continuation pour la cyberconf.